En manchette, aujourd'hui, le Festival de la Naudière nous présente son nouveau projet. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 16 mars. Alain Bellumeur au pupitre et ça nous fait plaisir de vous accueillir à notre antenne. On débute par notre manchette. Le Festival de la Naudière annonce la création de la Maison de la musique René Charette. Ce projet structurant contribuera aussi à la cohésion de la scène musicale lanaudoise grâce à une salle multifonctionnelle, une autre salle consacrée à la médiation culturelle ainsi qu'une médiathèque permettant aux musiciens de la région de consulter les collections de partitions et de disques du père Fernand Lindsay. Il permettra l'accueil d'organismes musicaux de la région de Joliette. Écoutons le directeur général du festival, Xavier Roy, nous présenter ce projet. Donc, le projet qui nous occupe aujourd'hui, c'est le projet de Maison de la musique René Charette qui va nous permettre de concrétiser plusieurs de ces objectifs-là. C'est un projet qui a été rendu possible grâce à M. Gérard Deschenaux qui a eu l'audace de nous faire don du bâtiment. Vous reconnaissez peut-être le squelette, pour ceux qui connaissent bien le centre-ville de Joliette, le squelette du bâtiment qui est au coin de la rue Saint-Paul et de la rue de la Naudière, qu'on va transformer de A à Z, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour y aménager le quartier général de la musique dans la région. Les objectifs du projet, dans le fond, on souhaite qu'avec ce projet-là, on soit en mesure d'offrir des services, des ressources non seulement au festival, mais à tout ce qui bouge en termes de musique dans la région. Donc, favoriser la concertation du milieu musical de la Naudière avec des lieux appropriés, tant au niveau des bureaux, mais aussi pour des lieux de répétition, des lieux de création, diffusion et des lieux de médiation culturelle. Et ça, bien entendu, on en a parlé avec plusieurs organismes dans la région et la réponse est très, très bonne. On a hâte de collaborer avec les organismes musicaux de la région. Le prochain objectif, c'est offrir un lieu qui permet des rencontres entre le public et les créateurs vraiment à l'année. Donc, justement, on va vous montrer les plans, mais il y a un espace de salle de spectacle, un espace de médiation qui va nous permettre vraiment d'être présent, le festival et nos partenaires à l'année à travers la musique. Et finalement, créer, un peu comme je vous le disais, avec tous les organismes musicaux en éducation musicale dans la région, mais aussi avec l'Université de Montréal et sa faculté de musique qui a mentionné un vif intérêt pour le projet, créer un pôle d'expertise en éducation musicale. Les jeunes et les moins jeunes qui ont envie d'apprendre la musique, ainsi dans la Naudière, ils ne se posent pas la question. Il y a une richesse à ce niveau-là grâce aux variants de tous les évolués dans ce milieu-là. Donc, c'est une opportunité pour la Naudière, mais aussi pour le Québec. Donc, le bâtiment va comprendre une salle de spectacle d'environ 90 à 100 places en formule cabaret qui peut être utilisée, oui, pour des événements publics. On peut penser à des petits récitals. On a la chance d'avoir un des plus grands mécènes du Québec pour la musique classique, M. Roger Dubois de Canimex, qui nous a prêté un piano à queue d'une qualité exceptionnelle pour qu'il soit présent dans cette salle-là et qu'il puisse justement être utilisé pour des événements publics. Mais on peut penser aussi que cette salle-là pourrait accueillir des répétitions, par exemple de l'Orchestre symphonique des Jeunes de Joliette, des résidences de création, des activités d'éducation musicale et de médiation, pourquoi pas des enregistrements. En face de la salle de spectacle qui va être au rez-de-chaussée, il y a un espace de réception qui peut être utilisé pour des cours, des conférences, des activités de médiation et des réceptions. Ensuite, une particularité du projet, c'est que le festival, on a hérité d'une collection exceptionnelle de disques et de partitions de la part du père Lindsay qu'on va mettre à la disposition des étudiants en musique à travers une médiathèque. Donc, ça va être les musiciens de la région qui vont pouvoir venir emprunter des partitions et des disques
institutionnel à cet endroit-là. Et finalement, les bureaux du festival, mais aussi d'autres organismes culturels. Les bails ne sont pas signés, donc on ne peut pas les dévoiler, mais il y a de l'intérêt de la part de leurs partenaires de siéger, d'avoir leur siège social dans ce bâtiment-là avec nous. Et naturellement, ça tombait sous le sens de nommer le bâtiment en l'honneur de René Charette, qui a été l'un des cofondateurs du festival, mais qui a été une force vive pour la culture et la musique dans la région, qui a aussi été sur le conseil d'administration du festival pendant 43 ans, ce qui est absolument exceptionnel. Donc, M. Despinot pourra vous parler de l'importance de M. Charette pour lui. Donc, on a des plans d'architectes, juste pour vous montrer qu'au rez-de-chaussée, il y a une salle de spectacle avec une scène amovible qui peut être bougée dans la salle et qui peut servir à toutes sortes d'événements. Un espace de réception en face. Ensuite, il y a les toilettes, c'est moins intéressant, mais c'est tout aussi nécessaire. Et finalement, à l'étage, les bureaux, c'est ça, du festival, mais d'autres organismes collaborateurs avec la médiathèque, qui sert également de salle de réunion. C'est un projet au niveau architectural qu'on est très heureux de travailler avec Pierre Étu et Étu Bellemeur. On est de longue date du festival et on est très, très bien accompagnés par eux dans ce projet-là. Donc, on les remercie vivement. C'est un projet colossal pour le festival. Donc, c'est un projet qui est arrivé rapidement, entre autres grâce à la contribution de M. Deschenaux. C'est un projet au total, en incluant le don du bâtiment, qui se chiffre à environ 2,5 millions, dont une portion qui va être couverte par des contributions publiques. On a la chance d'avoir reçu déjà des confirmations de la part du gouvernement du Québec et de la ville de Joliette, mais également une vive contribution du milieu privé à travers la philanthropie et des commandites. Et à ce niveau-là, on est très heureux de la réponse. On est assez discret, mais on approche des gens, particulièrement dans la région. Et la réponse enthousiaste est très... Et au niveau de l'échéancier, on va entrer en soumission le mois prochain pour arriver à une construction à partir de l'été et de l'automne en vue d'une inauguration du bâtiment au début 2023. Cette présentation était faite par vidéoconférence aux médias, entre autres, mais CTRB a aussi profité de l'occasion pour rencontrer M. Roy à ses bureaux. Voici un extrait de cette entrevue. Je suis en compagnie de Xavier Roy. Bonjour Xavier. Tu me permets qu'on se dise Xavier? Oui. Pas de problème. Veux-tu que je regarde la caméra? Oui, tu peux me regarder la caméra. Parfait. Je suis en compagnie de Xavier Roy, le directeur général du Festival de la Naudière, le festival international. Mais comme a dit un de tes administrateurs qu'on a entendu la semaine dernière, qui a un rayonnement impressionnant, et je pense que tu l'as découvert un petit peu en rentrant en fonction. Tu as rentré en fonction avec la pandémie, mais quand même, c'était peut-être une confirmation de ce rayonnement, de cette importance. C'est clair que le festival rayonne à l'international depuis longtemps, puis qu'on va continuer, puis qu'on souhaite continuer à ce qu'il rayonne à l'international. Pendant la pandémie, c'était plus difficile. Oui. Ne serait-ce que parce qu'on ne pouvait pas attirer d'artistes internationaux ou très peu. Mais là, c'est clairement là où on s'en va. C'est d'être à la fois un festival qui est international, donc qui met de l'avant les plus grands artistes internationaux. Puis des fois, les plus grands artistes internationaux, ils viennent d'ici, mais des fois, ils viennent d'Europe, d'Asie. D'aller chercher du public à l'international, de la reconnaissance à l'international de nos pairs aussi. Mais parallèlement à ça, puis c'est ce qui fait la beauté du festival, être très, très, très enraciné dans la région. Puis c'est ce qui a fait, au tout départ, la force du festival. Okay. C'est cette combinaison. OK.
On a assisté à une conférence de presse ce matin. Je pense que vous êtes très fiers. C'était un travail de longue haleine. Et moi, qu'est-ce que je retiens de cette conférence de presse-là? Il y a beaucoup d'emphase, pour dire, sur les jeunes, sur la relève. Et c'est vraiment une mission maintenant, une vision que vous voulez donner aussi au festival. Donc, comme tu viens de dire, une implication régionale, une implication locale. Et ça passe justement par permettre à des gens, à des jeunes, de venir peut-être vivre des expériences. Oui, exactement. Puis en fait, quand je dis qu'on combine le local et l'international, ben c'est ce qui a fait la force du festival dès le début. C'était le côté communautaire, mais dans le meilleur sens du terme. C'était pour la communauté, par la communauté. Et c'est ce vers quoi on veut de plus en plus aller dans les prochaines années. Puis ce que ça veut dire, c'est que oui, on a le côté international, oui, on a le gros festival qui reste pendant l'été puis qui va devenir de plus en plus ambitieux. Mais parallèlement à ça, on veut mettre nos mains dans la terre. On veut être présent là où les gens sont. Et à notre avis, la manière la plus efficace pour nous d'être présents et actifs dans la région à l'année, c'est par des activités de médiation culturelle, d'éducation musicale qui nous permettent d'aller rejoindre les jeunes, de les exposer à la musique classique. Les jeunes et moins jeunes, là, parce qu'il y en a beaucoup des moins jeunes qui veulent découvrir la musique classique. Donc, à travers ce bâtiment-là, qui est la Maison de la musique René Charrette, c'est sûr qu'il y a une grosse composante de ce travail-là, là, justement les mains dans la terre qui va pouvoir être réalisé parce qu'on va avoir les installations pour le faire. Ça. Les jeunes sont intéressés par la musique classique, mais il faut leur donner les moyens de connaître ce médium-là, on pourrait dire. Parce que, parce qu'ils n'ont peut-être pas conscience que dans leur environnement, je ne vais pas dire jeux vidéo, qu'est-ce qu'on voudra. Il y a souvent de la musique classique et pour eux autres, c'est redécouvrir l'essence d'où ça vient, cette musique-là. Exactement. Puis, avec les plateformes de streaming, maintenant, il n'y a jamais autant de musique classique qui a été écoutée qu'aujourd'hui. Sauf qu'elle est écoutée différemment. Autrefois, on l'écoutait peut-être avec des écouteurs sur les oreilles, très, très, très concentrés. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui en écoutent comme bruit de fond, à la limite, mais qui développent un attachement envers cette musique-là. On pense à toute la vague néoclassique avec Alexandra Strelitzky, avec Jean-Michel Blais. Les gens sont... Puis les jeunes aussi sont très intéressés à en savoir plus sur la musique classique. Notre travail, nous, au festival, c'est d'aller les accrocher, d'une part, puis une fois qu'ils sont avec nous, de les retenir. Donc, de réfléchir à, justement, pendant l'été, si notre public vient voir un concert, comment on peut créer une expérience qui va plaire à la fois à notre public plus régulier, qui est plus habitué aux concerts de musique classique traditionnelle, mais aussi à une clientèle qui n'est pas nécessairement habituée de venir voir des concerts, qui peut être jeune ou moins jeune, mais qui va y trouver son compte quand même, puis qui va décider de revenir au festival. Okay. On parlait tantôt de jeunes. C'est sûr que je ne dirais pas qu'il faut rajeunir, mais il faut penser à notre clientèle du futur. Je m'en allais dire, les personnes plus âgées, à un moment donné, malheureusement, sont moins présentes dans les concerts. Et cet espace-là, René Charrette, va pouvoir permettre aussi une diffusion d'artistes ou de gens qui n'auraient pas la possibilité de se présenter, de présenter leur on pourrait dire leur habilité, leur musique dans d'autres endroits, parce que on parle d'une salle d'environ 90 à 100 personnes. Exactement. Et c'est peut-être la salle idéale pour faire des débuts de concerts, des débuts de présentation. T'es plus petit, c'est pas la Place des Arts que t'es 5000, t'es plus petit, mais comme tu parlais tantôt, t'as un piano là, offert par Caminex, donc ça veut dire qu'il va y avoir une bonne acoustique, un bon piano, des bonnes choses pour pouvoir performer d'une façon, on pourrait dire, honorable, très, très bien, mais de vivre cette expérience-là en petit, c'est toujours plus rassurant les premières fois. Là. Ben oui, puis pour avoir été moi-même musicien, mais ça a pris du temps avant qu'il y ait plus que 90 personnes à mes concerts. C'est un espace qu'on espère sécuritaire pour ceux qui vont vouloir s'y produire. C'est un espace aussi où, oui, il va pouvoir avoir des prestations de gens qui apprennent la musique ou d'orchestres amateurs qui voudraient tenir des répétitions,
Mais il y a aussi toute la composante de découverte de la musique dans le sens, par exemple, des conférences les dimanches matins pour en apprendre plus sur certains éléments de musique classique avec un café puis un croissant. Pas compliqué. Écouter un opéra puis la comprendre, savoir d'où ça vient, la jeunesse. Exactement. Comme nous faisait le Perlindsey, là, il y a quelques années, là, il y avait des conférences comme ça. Ben, c'est ça. Puis c'est... Quand on dit que c'est un retour aux sources, c'est ça. C'est d'être vraiment là, à l'année, visible dans la communauté, présent pour la communauté. Cet espace-là, ça va nous permettre tellement de possibilités. C'est un ciné-club des meilleurs opéras, justement. Il y en a plein de possibilités. Là, le plan de réalisation du bâtiment nous amène à une inauguration début 2023. On est assez avancé dans le financement, donc on est très, très, très heureux. À partir de l'année 2023, bien, ça va pouvoir s'intégrer plus pleinement à l'offre du festival pendant l'été, mais aussi à une offre à l'année. Puis on n'est pas naturellement, on n'est pas les premiers festivals ou organismes musical à avoir un événement de ce genre-là. Et quand on regarde nos pairs, par exemple à Tanglewood, qui est dans le coin de Boston, affilié à l'Orchestre symphonique de Boston, ils ont développé ce qu'ils appellent le Tanglewood Learning Institute. Il est pas mal plus gros puis pas mal plus cher que ce que nous, on a. Mais ils sont pas à la Banff aussi, qu'il y a le Banff School of Fine Arts qui existe en Alberta. Donc, il y a plein d'endroits comme ça qui viennent bonifier la présence d'un festival qui a lieu l'été, mais à l'année pour la communauté. Puis à Tanglewood, ça a eu un impact exceptionnel là, sur leur capacité à être près des gens, à être visible dans la région toute l'année. Fait que on est très, très, très heureux de pouvoir avancer avec ce projet-là. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 16 mars, on n'a pas d'anniversaire à souligner aujourd'hui, mais peut-être est-ce votre anniversaire à vous qui nous regardez au petit écran. Donc, si c'est le cas, CTRB, toute l'équipe se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Cet après-midi, Cynthia Parra, la nouvelle directrice générale de la maison Rosalie Cadron à la Valtrie, était de passage dans nos studios, histoire, évidemment, qu'on vous la fasse mieux connaître. On vous fait écouter cette entrevue. Je suis en compagnie de Cynthia Parra. Bonjour, Cynthia. Bonjour. Bonjour. On te présente, tu es la nouvelle directrice générale de la maison Rosalie Cadron. Donc, félicitations pour la nomination de ton poste. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'a attiré pour postuler à ce poste-là de la maison Rosalie Cadron? Bien, j'ai toujours étudié en histoire, donc avoir un poste dans ma région pour un musée, c'est sûr c'est attirant. Aussi en apprenant l'histoire de Rosalie Cadron, qui est un genre de féministe, je dirais. Oui, à l'avant-garde. Hein? Oui, d'avant-garde. Je trouvais ça vraiment rafraîchissant. Puis je voulais faire connaître ça plus. Je me suis dit que j'avais les compétences pour montrer aux gens
cette dame et la faire connaître davantage. C'est ça. Tu demeures à la Valtrie et tu as une maîtrise en histoire, donc tout ce qui est, on pourrait dire l'histoire, et quand tu me disais par rapport à Rosalie Candron, la maison a reçu son accréditation muséale tout de suite à la fin octobre cette année. Est-ce que présentement, tes programmations, tes choses, tu as des nouvelles choses qui s'en viennent, on ne veut pas en parler tout de suite, ou tu penses être capable cette année de faire une continuité avec ce que faisait Sophie, puis après ça, on verra? On va faire une continuité, bien sûr. On a en partenariat avec la Ville de la Valtrie, son 350e anniversaire. On va faire une exposition avec des artistes, mais aussi avec des objets. On appelle aussi les citoyens à partager des objets qu'il y aurait chez eux d'histoire, parce que c'est les citoyens qui font la Valtrie, qu'est-ce qu'elle est. Qui a fait l'histoire. Exactement. Et on va continuer avec le festival Fou du fil et d'autres activités qui vont être publiées sur notre site web, aussi nos réseaux sociaux. Donc, restez au courant. Restez au courant. Parce que Fou du fil, je pense que c'est quand même une activité forte, parce que la tangente, l'idée, on pourrait dire, de la maison de Rosalie Candron, c'est aussi parler des arts ménagers, de la façon que vivaient les gens. Et c'est quand même très, très bien. Exactement. Puis ça serait la 6e édition, si je ne me trompe pas. Oui. C'est une activité très rassembleur. Aussi, on va être un peu en post-COVID, donc on s'attend à avoir beaucoup plus de participation de gens. Puis on va les attendre avec les bras grands ouverts. C'est bien. Donc, bienvenue dans la MRC d'Autriche. Bienvenue dans notre région à titre de nouvelle directrice. Puis on va vous suivre sûrement au cours des prochains mois. Oui, merci beaucoup. Merci. On passe maintenant Chambre de commerce de Berthier. La Chambre de commerce et d'industrie Berthier-d'Autrey. Après quelques mois d'accalmie, avec entre autres la pandémie, où tout tournait un peu au ralenti, eh bien, avec le mois de mars, la machine reprend. Donc, mardi, le 29 mars, à 11h45, on parle d'un dîner-conférence. C'est dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de Berthierville. Il y aura 2 invités lors de ce dîner-conférence, ou dîner d'affaires, qu'on pourrait dire. Donc, dans un premier temps, l'abbé Claude Sauvageau parlera de l'histoire économique de Berthier. Puis, je pense que les gens d'affaires attendent énormément. Dans un second temps, le maire de Berthierville, Dominique Perrault, élu lors du dernier scrutin municipal, parlera de sa vision de l'avenir de la ville de Berthierville. Donc, vous êtes invités, si ça vous intéresse, ça se déroulera à la salle Le Frontenac, sur la rue Frontenac à Berthierville. Mais pour s'inscrire, vous devez aller sur le site Internet de la Chambre de commerce à cciba.org ou encore appeler au 450-836-4689. Avant ça, cependant, ce jeudi, il y a une première activité pour la Chambre cette année. Donc, on parle du 17 mars, jeudi, ça se déroulera au TOSC. Et c'est un déjeuner réseautage. On invite les gens d'affaires à être présents, à discuter entre eux. Et ce genre d'activité est toujours populaire. L'activité comme telle est gratuite. Les gens présents n'auront qu'à payer leur déjeuner. On s'inscrit à cciba.org. Il y a une autre activité, cette fois, c'est le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, qui l'organise. Ça s'appelle « S'amuser au musée », conférence et sortie. C'est présenté par M. Paul Boudreau. Découvrez l'art à travers la vie et l'œuvre de plusieurs artistes peintres et sculpteurs. Les conférences, c'est les jeudis dès 13h30. La prochaine, c'est le 17 mars. Il y en aura une autre le 14 avril, le 19 mai, le 16 juin prochain. Si c'est possible, ça se déroulera en présence au CABA, 180 rue Champlain à Berthierville, ou c'est possible de suivre le tout sur la page Facebook du CABA. L'inscription est obligatoire, 450-836-7122 ou 450-875-0921. C'est possible aussi par courriel à jmorin@cabautrey.com. Également, le CABA vous invite à vous inscrire à des cours d'espagnol
niveau 1, 2, 3, donc débutant, intermédiaire ou conversation. Les participants sont recherchés. Les nouvelles sessions débutent. Ça se déroulera les mercredis de 18h à 19h30 dès le 6 avril pour 10 semaines pour les niveaux 1. Les mercredis de 19h30 à 21h dès le 6 avril pour 10 semaines pour le niveau 2. Chaque session coûtera 80 $ et la conversation espagnole sans théorie, ça se déroulera les jeudis de 18h à 19h30 dès le 7 avril pour 8 semaines au coût de 50 $. On réserve ses places au CABA 450-836-7122 ou à jmorin@cabautré.com. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL de Joliette, entouré de sa famille, le 27 février à 92 ans. Est décédé M. Paul Chevrette, époux de feu Mme Céline Pellan, demeurant Joliette, natif de Sainte-Geneviève de Berthier. Le défunt laisse dans le deuil ses enfants, Daniel, son conjoint Daniel Lépine, Claudine, Claude Bergeron, Sylvie, Chantal Gauthier, Normand, Hélène Bolduc, ses 12 petits-enfants, Marie-Ève, Kevin, Maxime, Audrey, Yann, Alex, Andrea, Pascal, William, Laura, Joseph ainsi que Claudine et leurs conjoints-conjointes, ses 2 arrière-petits-fils Victor et Laurent, ses frères Irénée Chevrette, Madeleine Morin, Jean-Claude Chevrette, feu Lucille Arpin, son beau-frère et ses belles-sœurs, Raymond Pellan, feu Cécile Piché, Lise Pellan, Jean-Pierre Lassalle, Mariette Robitaille, feu Claude Pellan, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 18 mars de 19h à 22h et samedi le 19 mars dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles à 14h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. M. Chevrette sera inhumé au cimetière de Berthier. Sur ce, passons à la météo. Superbe journée aujourd'hui. On parlait cet après-midi d'un beau mercure avec du soleil, environ 5 degrés. Ce soir, c'est presque aussi beau. Nuageux avec quelques éclaircies, 4 degrés. Cette nuit, on parle de 1 degré. Aucune précipitation pour les prochaines heures. Demain, jeudi, nuageux avec éclaircies, 2 degrés au lever. Et dans l'après-midi, le mercure bondit, le soleil sera bien présent, quelques petits nuages. On parle de 11 à 12 degrés. Si vous pouvez mettre le nez dehors, profitez-en, ça sera également très doux en soirée. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 16 mars. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à des nôtres demain. Même heure, même poste. CTRB, toute l'équipe vous attend.